bonjour, vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2 FM en Ile-de-France et vous pouvez aussi nous retrouver sur internet Cyberculture. Et aujourd'hui je suis avec Christophe Villeneuve qui est de retour et qui va nous parler de spam. Salut à toi Christophe. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien, bonjour aux auditeurs. Bon, on se retrouve tout de suite après cette introduction musicale de Cyberculture sur radio ici maintenant, à tout de suite. Radio ici maintenant, c'est Cyberculture. Bonjour à vous, bonjour à toi, rebonjour. On parle d'informatique, c'est le samedi, on parle d'informatique, même d'autres jours de la semaine aussi, ça peut nous arriver de parler d'informatique sur la radio. Ici et maintenant 95.2 FM. Si vous pouvez nous retrouver sur notre chat, on a un chat accessible à partir de notre site internet www.icietmaintenant.com, chat.rim952.fr. Vous mettez simplement votre login, votre mot de passe, le prénom que vous avez toujours voulu avoir. Pas besoin de mot de passe. Non. Pas besoin. Il n'y a pas de règle. Il faut juste être sympa sur le chat. Vous êtes les bienvenus. Donc aujourd'hui, on va parler spam. Spam, email, messagerie, toute cette partie de courrier. Oui, d'accord. Fais l'introduction de ce que tu as présenté, parce qu'on va bien sûr étudier ça avec toi. Ton dossier, mon dossier pas de la semaine, parce que tu ne fais pas qu'un dossier par semaine, mais tu vas te présenter ton dossier. Vas-y, fais-nous cette introduction. Bien sûr, on passera à la revue de presse, on fera une revue de presse assez rapide sur ce qui se passe dans le domaine de la technologie et de l'informatique cette semaine. Donc on va parler un petit peu de BP qui est accusé d'avoir modifié son Wikipédia pour dire que tout va bien, tout est beau. On parlera de l'attaque du site internet de Apple, de Mac,
bien sûr des bourdes de Google qui désindexent certains sites internet alors qu'ils ne devraient pas le désindexer, bizarrement. Twitter qui est attaqué en justice. Et la faille de sécurité, bien sûr, au menu des jeux en réseau. Et le truc que j'aime bien parler, c'est, c'est-à-dire il va encore parler de Linux, d'Ubuntu, bien sûr. J'ai rien contre Ubuntu, j'aime bien Debian, mais j'ai rien contre Ubuntu. On en parlera, on avancera. Ce qu'il faut savoir, cyberculture, et c'est pour ça que tu es là aussi, on met en avant tout ce qui concerne l'open source. L'open source. Même si Olivier de la Outline parle de Windows, on fait un peu on aime bien mettre les choses en avant, surtout dans le domaine de l'open source, Linux et compagnie. L'open source, c'est partout. Et aussi bien sous Linux que Mac que Windows. Donc l'open source, c'est universel. C'est pas un système d'exploitation, hein. C'est les outils open source, c'est des logiciels qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser quel que soit votre système d'exploitation. Donc oui, on en parle, l'émission d'après en parle, et tout le monde, il est important de prendre conscience qu'il existe ce genre d'outils. Toi derrière, ce qu'il faut savoir, si tu travailles, t'es dans des associations parisiennes, même françaises, qui mettent en avant cette culture. Oui, il y a une culture, il y a un savoir-faire, il y a... l'ampleur, il est mondial, donc il y a des technologies qui existent, des gens qui s'impliquent dedans pour la faire évoluer, pour l'améliorer, pour en faire profiter aussi tout le monde. Parce que c'est bien d'avoir des outils disponibles gratuitement, sans besoin d'avoir d'investir du temps, d'apprentissage, d'utilisation, et puis quand il y a un correctif, d'obtenir une mise à jour, une évolution très rapidement. Donc toute cette partie open source, c'est important d'avoir ce genre de proposition. Ok. C'est ce que je veux juste entendre par rapport à t'es un activiste de l'open source. Je suis un activiste de l'open source. Je te coupe la parole. Alors, t'es en train de te faire charrier aussi sur le chat, hein, parce que tu t'es pas connecté avec ton portable Linux sur le chat qui dit si. Christophe Villeneuve, tu te fais spammer ton blog. Bon, ça on en reparlera. Pourquoi, comment, le captcha, est-ce que tu as mis un captcha ou pas? Bon, je vais peut-être te laisser la case commentaire de disponible et ça c'est possible que des fois on en parlera. Ça peut arriver même à ceux qui ne... ça peut arriver. Mais juste avant... Concernant le sommaire du dossier, parce que c'est quand même important. Oui, vas-y, parle de ton sommaire. Mais juste avant que tu parles de ton sommaire, je voudrais juste mettre les choses au clair avec ce petit jingle. Bien sûr, on a fait un concours de jingle il y a quelques semaines d'ici. J'en ai toujours un. Donc si vous aussi, vous avez envie de faire un jingle pour cyberculture, bon, bien sûr, de manière que ce soit l'état d'esprit de la radio, l'état d'esprit de cyberculture, de ce qu'on fait tous les jours. Vous pouvez même faire un jingle pour Olivier, Olicat, ça lui fera plaisir, vu l'état de ses musiques actuellement. Bon, il n'est pas encore arrivé, donc il ne peut pas se protéger du fait que je suis en train de le charrier. Bon, un petit jingle. Radio ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, émission qui réveille vos tartines. Voilà, ça c'était de Tristan. Tristan, merci à toi. Il a gagné le droit que je le passe de temps en temps et j'ai ce petit jingle qui fait chaud au cœur. Donc alors, il fait ton sommaire. De quoi on sait qu'on va parler de spam email. Déjà, parce que principalement on va parler de spam email parce que là, ce que nous disaient les interlocuteurs sur le chat, là c'était plus un spam par formulaire. On fera une parenthèse dessus pour faire comprendre à quoi ça correspond. Allez, lâche-toi, dis ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui. Non, dans le sommaire... Mais synthétise, s'il te plaît, bien sinon sûr, je te coupe mais direct. C'est juste 5 points importants. Donc, comprendre l'ampleur de ce phénomène, pourquoi les spams, qui sont les spammeurs, ce qui est aussi utile, pourquoi c'est important de... comment ils gagnent eux l'argent, parce que ça rapporte, il faut penser à ça. Il faut penser aussi qu'il faut s'en protéger au quotidien, donc aussi bien nettoyer nos messageries, donc on aura aussi cette partie qu'on va en parler. On parlera aussi de solutions, donc les solutions efficaces pour pouvoir s'en protéger, s'en débarrasser, si on peut bien sûr. Et puis aussi lutter contre ce phénomène de spam, de courrier qu'on ne veut pas. Donc voici les gros points que l'on va aborder dans ce dossier, on va dire spam, messagerie, email, de ce que l'on peut recevoir. Qu'on peut recevoir tous les jours. Donc toi, tu vas nous proposer des solutions. Je vais proposer des solutions qui vont réduire. Je ne vais pas proposer la solution miracle.
Ça, il faut penser que je vais pas, j'arrive pas comme, on va dire Zoro qui va sauver le. Non, Zoro déjà, et Zoro il est pas là. Zoro 2, et Zoro il sera dans une prochaine émission. Je crois dans 2-3 semaines, on a programmé peut-être quelque chose ensemble, hein, mais ça n'a rien à Non, voir. non, mais là, je suis pas là pour en tant que sauveur, mais on va dire plus en tant que pour réduire ce volume de spam, parce que même moi, j'en reçois énormément. Bon, maintenant moins, puisqu'il y a aussi des plateformes qui ont disparu, mais de relais de spam. Mais tout ceci, on va les aborder en détail, un peu plus dans l'émission. Et Je t'ai pas abandonné, hein. non, non, Ok. Bon bah on va. c'est le gros sommaire du dossier. Ouah, quel gros dossier que tu nous as préparé aujourd'hui. Alors là, on va commencer par la revue de presse, hein, bien sûr. On va parler de BP qui est accusé en tant que base de données. Je sais pas beaucoup, tout le monde connaît aujourd'hui Wikipédia, qui permet de définir une base de connaissances gratuite et qui est ouverte, qui ouvre donc une véritable mine d'informations sur les internautes. C'est une encyclopédie. Hein. Ouais, c'est une encyclopédie. Sauf que, à première vue, le groupe pétrolier British Petroleum est déjà connu pour le nombreux désastres écologiques et autres scandales liés à la pollution de ses sites d'exploitation. Malheureusement, pour quiconque souhaite aujourd'hui en savoir davantage sur ces aspects de la société par l'intermédiaire de Wikipédia, l'affaire risque d'être compliquée. Un groupe d'éditeurs de Wikipédia vient de manifester sa colère après avoir découvert que le groupe BP aurait réécrit près de 44% du contenu de la page décrivant la société. La majeure partie des modifications intervenues serait en rapport avec les impacts écologiques de l'activité du groupe pétrolier. L'événement ne doit rien au hasard puisqu'il intervient quelques jours avant une convocation des responsables du groupe devant le juge des cours fédérales prévue le 5 avril prochain. Audition au cours de laquelle le groupe tentera de faire invalider une partie des indemnités prévues par les victimes de la marée noire survenue après l'explosion de la station Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique le 20 avril 2010. BP souhaiterait ainsi faire un peu de ménage sur Internet et particulièrement sur les divers articles liés à l'affaire publiée sur le site Wikipédia. On se souviendra d'ailleurs que la société avait déjà largement usé de quelques manipulations lui permettant de contrôler partiellement les résultats des moteurs de recherche à l'égard de l'incident. Il semblerait que British Petroleum ne soit pas directement à l'origine des modifications intervenues, mais qu'un représentant du groupe est intervenu dans la communauté des éditeurs pour fournir les textes à afficher en remplacement. La manipulation remet actuellement en cause l'impartialité des éditeurs de contenu publiés sur l'encyclopédie libre. La communauté en ligne se soulève déjà contre la pratique qui remet en question la possibilité de versement de pots de vin et de prise d'intérêt des éditeurs, mais également du site. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Ça t'étonne pas ? Ça te choque Donc, l'utilisation, parce que c'est ouvert à tous, donc toute personne peut contribuer sur Wikipédia. Ça, c'est une bonne cause parce que ça permet de partager une connaissance, un savoir et puis aussi d'avoir une trace. Parce que le savoir, la culture informatique est important de le transmettre dans les années à venir. Après, changer le contenu pour arranger aujourd'hui une société plus qu'une autre, là, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je reste sur l'avis de Wikipédia que c'est pas bien de. Il est proposé un outil gratuit que tout le monde peut enrichir pour partager et transmettre de la connaissance. Et si on modifie ce contenu à des titres commerciaux, ben là, ça rentre plus du tout dans le cadre de l'encyclopédie. Et c'est vraiment très dommage d'en arriver là. au sens où on donne quand même une certaine liberté. Oui, la liberté, il la faut. Mais après, il faut mettre des barrières de validation, même qu'il y en a, mais des fois, ça passe quand même à travers ces barrières de confirmer le contenu. Parce que les personnes qui contribuent à ce site-là, ça prend du temps. Et ce temps-là, il peut y avoir des gens qui aussi soient plus ou moins corrompus, ce qui est dommage, de valider des contenus, on va dire, qui vont arranger une société plus qu'une autre.
Donc moi je trouve que c'est un petit peu dommage. Bah, après, aujourd'hui, on peut comprendre, pas BP bien sûr, mais on peut comprendre qu'il faut faire attention à sa réputation, parce qu'on en a parlé Oui. des X fois, des Y fois de ça dans nos émissions, au sens qu'il faut faire très attention à titre personnel, bien sûr, sur sa réputation. Mais là, lorsqu'on lit cet article, on se dit même que quelque part, chez Wikipédia ou chez les éditeurs qui travaillent avec Wikipédia, tu leur mets une petite enveloppe avec un pétrodollar, c'est la vanne hein, qui va bien sûr, la vanne d'essence, non c'est nul. Et qui va avec, au sens, tu peux corrompre les gens et te donner une belle image, mais c'est sûr et certain que là, ça devient scandaleux et ridicule. Oui, oui, oui. Oui, et surtout que Wikipédia, en fin d'année, appelle toujours à fond, enfin des fonds, des dons, pour pouvoir vivre, parce qu'ils sont sur des serveurs, ils sont sur des structures payantes. Donc tout fonctionne par le biais de dons. Donc là, c'est sûr que ça peut être une ressource supplémentaire un peu déguisée en dehors de la période de souscription des contributeurs et de toutes les personnes qui veulent voir vivre ce projet de Wikipédia, enfin de cette encyclopédie universelle. Parce que c'est ça qui est important à prendre en compte. Effectivement, Wikipédia, c'est censé être, il l'a dit, hein, c'est libre. Hein, Oui. là, en plus, on tape dans ton domaine, au sens, voilà, c'est gratuit. Chacun, c'est un système collaboratif à la base. Oui. Donc chacun va donner une partie de ses connaissances. Il y a une validation. Ils ont quand même fait des progrès. Il y a des phases de validation. Il y a des phases de validation. Voilà. Comment ça marche? Parce qu'il parlait de 44% qui sont en femmes. Ici, ils auraient fait juste 10%. Est-ce que la société Wikipédia, ou l'association plutôt Wikipédia, parce que c'est une association, hein, c'est une fondation. Oui, c'est une fondation. Alors, voilà. Par ce fait, s'ils avaient juste changé 5%, ils auraient tapé du doigt, ils auraient mis le doigt dessus, ou ils n'auraient rien fait. 44%, ça paraît énorme. C'est peut-être pour ça, c'est ce pourcentage. C'est surtout pour ça. Parce que quand on contribue à Wikipédia, donc il faut créer un compte. Après, n'importe qui peut taper du texte. Donc moi, je sais que j'ai contribué dans certaines pages de mes activités pour faire la promotion d'un livre, pour faire la promotion d'un événement, d'une association, enfin, toute cette approche. Ce contenu, il est modéré, c'est-à-dire il y a une personne qui valide le contenu, parce que je viens tout juste de m'inscrire, donc on ne me connaît pas, ce qui est normal. Lors de la validation, donc après un certain temps d'écoulement que j'ai publié régulièrement, voilà, mon contenu, il est publié plus rapidement, ce qui permet de rendre dynamique les pages. Après, pour monter entre guillemets en grade, c'est-à-dire en modérateur, c'est-à-dire valider le contenu de d'autres personnes. Juste comme ça, toi, t'as déjà travaillé sur des pages Wikipédia en tant que Oui. modérateur? T'as Non, un pas. niveau, t'as un level. Après, moi, je comprends qu'il y a des levels à avoir. Il y a des niveaux à avoir pour pouvoir Je suis valider. pas arrivé au level modérateur parce que ça prend du temps. Et moi, j'avais plus envie de donner de donner de l'information auprès de ces pages que de valider d'autres pages, parce que j'ai tellement d'activités que je préfère mieux me consacrer à ce que je sais faire, alors que valider le contenu d'une autre personne, donc ça peut être bon comme ne pas être bon, et les modérateurs qui valident, même qui sont spécialisés dans certains secteurs, parce qu'il faut penser ça, ce sont des personnes qui connaissent le sujet, ils vont pas mettre une personne qui ne connaît pas du tout le sujet. Par exemple, si toi, William, on te demandait de valider du contenu aérien. Donc tout ce qui est lié à l'aviation. Alors que si c'est pas... C'est bien connu que moi, William, je suis super doué en Flight Simulator, surtout. Et qu'on peut me demander effectivement de ça, effectivement. Oui, mais bon, si on te demande de valider le dernier tableau de bord de ceci, enfin de tel constructeur, ben si t'es pas dans le métier, il est difficile de valider cette technologie ou cette nouvelle approche de calcul mathématique voilà, qui sera utile pour les années à venir. Alors, on va se lâcher sur une autre news, mais juste avant, ça faisait longtemps que j'avais pas mis, je sais pas, c'est un artiste de la scène démo que tu connais, parce que je t'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est MAF. Ah oui. Et, voilà, Oui, puis je crois en plus qu'il nous écoute. Hein, il nous écoute de temps en temps, c'est même assez hallucinant. Ouais, et on va le saluer quand même. Hein. On le salue, mais je veux surtout mettre sa musique qui est accessible, bien sûr, en écoute sur, vous tapez MAF 464 sur votre moteur de recherche préféré, de préférence, ça commence par un G et ça finit par un E, on va éviter de faire de la pub. Vous cliquez simplement MAF 464 et on se retrouve tout de suite après sa musique. Donc c'est un mec de la
scène Amiga à l'époque, et qui fait des musiques de temps en temps. Là, il a fait son petit bonhomme de chemin à écouter. Donc on va écouter un de ses morceaux qui s'appelle Artichoc. Et ça ne va pas vous étonner le titre. Hein. À tout de suite. Radio ici maintenant, 95.2, c'est Cyberculture. Radio ici maintenant, c'est Cyberculture. On a écouté Artichoc de MAF que vous pouvez retrouver. Là, on a sur le chat, hein, il y a maf464.com ou sur son site Bootcamp. Donc vous pouvez écouter, c'est gratos, hein, vous pouvez écouter ses musiques. maf464.bandcamp.com. MAF 464.band camp camp.com. Donc on se retrouve à nouveau sur Cyberculture. C'était la revue de presse informatique. Et je suis avec Christophe. Salut à toi, Christophe. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, la musique, ça t'a rappelé des souvenirs ou pas? Oui, bien sûr. Moi, ça me rappelle toujours des bons souvenirs. Mais après, on pourra en mettre d'autres. On en mettra, vous inquiétez pas. Je vais en mettre d'autres. Hein, oui, parce que sur mon compte Twitter, je sais que j'ai des personnes qui me font encore plus. Plus, donc ça veut dire que... D'accord, ouais, mais bon, on va pas faire de la pub pour Twitter, hein. On fait juste pour Cyberculture, Radio ici maintenant 95.2, et on va continuer notre revue de presse avec un scanner 3D pour dupliquer automatiquement n'importe quel objet. Ah ouais, bon, ça c'est top. Ça c'est top. Là, il y a des nains de jardin. Alors, c'est marrant la transition parce que je sais que Maf, il aime bien les délires avec les nains de jardin, les petites marionnettes. Et on arrive là-dessus sur des nains de jardin qui se font scanner avec un scanner 3D. On parlait d'imprimante 3D, maintenant on va parler de scanner 3D. Donc, forcément, ça va avec qui dit impression, dit scan. Mais juste avant, il y avait une question du chat. Pas pour toi, hein, c'est pas encore les questions pour toi au point de vue de la 3D. Là, on parlait plutôt du spam. On parlait de notre caméra plutôt visu expérimentale sur Time 3D qui vous permet de suivre depuis quelques semaines, de nous regarder en 3 dimensions avec des lunettes anaglyphiques. J'arrive à le prononcer maintenant, le mot, c'est ça, c'est pas évident, c'est le mot qu'on utilise rarement. Je n'ai pas encore essayé. Voilà. Donc on me dit, quelle est la solution pour effectivement se les fabriquer soi-même? Bon, il y a une méthode qui est très simple. Si, comme Christophe Villeneuve, vous avez des lunettes, oui. déjà c'est le premier élément à avoir, c'est une paire de lunettes qui permet d'avoir quelque chose devant les yeux. Donc là, tu arrives à voir. Ensuite, il faut avoir 2 couleurs. La première couleur qui va correspondre à la couleur cyan, comme ton super beau t-shirt de Thunderbird.
Oui, mais qui est gratuit, hein, c'est un logiciel gratuit open source qui permet, juste une petite parenthèse, de simplement de trier, récupérer ses mails. C'est une messagerie une messagerie payante qui est utilisée par une grande firme. Non, Thunderbird est gratuit. Non, je te parle pas de Thunderbird. Oui. Je fais la comparaison avec un truc qui commence par un O et qui fait clouk. Clouk. Non, mais il est en train de devenir gratuit aussi. Hein. D'accord, t'es en train de me charrier. Alors, tu m'as fait perdre le fil. Donc voilà, effectivement, donc il faut une couleur cyan. Donc trouver un papier transparent, plastique transparent de couleur cyan. Et bien sûr, la deuxième couleur qui va correspondre au bleu. Mais non, cyan c'est bleu. Le rouge. Le rouge. Putain, faut que tu rapprennes tes codes couleurs. Hein. C'est pas bien ça. Hein. Oui, non, c'est heureusement, bleu et rouge. Heureusement que tu fais une émission sur... En plus, il est quasiment cyan, le Thunderbird. Là, c'est quoi comme animal? C'est une mouette. C'est une mouette? Je crois que c'est une mouette. Enfin non, c'est pas trop une mouette. Mais il faudra que je pose la question aux personnes de Mozilla. T'as encore mal préparé. Tu me dis, je me suis ramené avec mon petit t-shirt open source, c'est gratuit, c'est associatif, et tu ne sais pas c'est quoi comme type d'animal. Non, mais il faudra que je demande à la fondation Mozilla pour... C'était peut-être une mouette de feu, comme le Firefox. Ça. Non, Firefox, c'est un renard. C'est un renard de feu. Ça je le sais, mais là... Vodka dit que c'est un pinson bleu, mais c'est sur le chat. Hein. Il y a notre chat, vous pouvez interactif, chat. C'est peut-être marqué sur Wikipédia, voilà. Sur le logo, exactement, le symbole. D'accord, bon on va parler un peu de l'imprimante 3D, hein, ou parler de l'attaque Mac. Bon, allez, le truc le plus important qui est un peu plus rigolo, c'est pas forcément marrant de se faire attaquer. On peut parler des deux. Hein. Donc le malware Yonto cible les ordinateurs sous OS X. Sous OS X. Il installe un plugin pour navigateur afin d'afficher des publicités frauduleuses sur des pages web. C'est un nouveau cheval de Troie pour OS X qui a été donc repéré. Pour Dr Web, cette trouvaille s'inscrit dans une tendance observée depuis le début de l'année. La propagation du malware publicitaire qui affectionne les ordinateurs équipés de systèmes d'exploitation d'Apple. Le spécimen est dénommé Yuntu. Il est par exemple diffusé via des pages web spécialement conçues qui vont miroiter la consultation d'un film, mais il est nécessaire d'installer donc soi-disant un plugin pour voir ce fameux film, sauf que derrière il va vous installer une vérole. Et il y a Olicat qui vient d'arriver. Comment vas-tu? Tu es en forme pour l'outline? Il ne sait pas, c'est juste une parenthèse. Donc ce plugin permet de transférer des informations sur les pages consultées par les utilisateurs afin d'y intégrer du code tiers et afficher des publicités frauduleuses. Dr Web donne l'exemple du site apple.com sur un ordinateur Mac infecté. Les cybercriminels tirent des bénéfices lorsque des utilisateurs consultent et cliquent sur les publicités qui proviennent des réseaux publicitaires affiliés. Un tel mécanisme a déjà eu lieu par le passé pour des ordinateurs sous Windows, comme par hasard. Bon, ça c'était facile. L'éditeur russe Dr Web avait fait parler de lui en découvrant l'année dernière le cheval de Troie Flashback qui ciblait les ordinateurs Mac. Apple alors avait été critiqué pour avoir tardé à combler une vulnérabilité Java préalablement corrigée par Oracle. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez sur le chat de ça. On se disait que quelque part Mac n'était pas open bar au virus, au cheval de Troie, aux infections, sauf qu'aujourd'hui c'est plus le cas. C'est ça, il faut penser qu'il y a quelques années, les produits Mac, quels qu'ils soient, ils étaient souvent à un prix assez élevé, donc pas toujours accessibles. Maintenant, on se retrouve avec des téléphones iPhone, iPad, des Mac, on va dire, beaucoup plus grand public, c'est-à-dire accessibles à tous. Et maintenant, on se retrouve avec tous ceux qui faisaient des choses plus ou moins bien, malhonnêtes ou sous le biais de malware. Être sur d'abord l'environnement Windows parce que c'était des machines pas chères, enfin accessibles à tous. Maintenant que Mac devient accessible et disponible pour tous les utilisateurs, c'est un peu dans la logique de voir ce phénomène, même que c'est désastreux, c'est dommage, de ce phénomène arriver sur cette plateforme. Et donc ce phénomène qui commence à être ébruité dans les articles existe déjà depuis de nombreuses années, mais souvent était mal connu ou mal dénoncé.
Maintenant, il faut considérer que... Et il faut considérer que c'est un peu partout, il faut faire gaffe, hein. Même Oui, sur les maintenant- smartphones, maintenant, il y a des virus qui sont présents. Donc quand vous allez charrier votre pote qui a installé Avast ou un antivirus sur son Android ou voir sur son iOS, parce qu'on Oui, va pareil. pas faire de la marque, on va juste parler des systèmes d'exploitation, derrière ça, ça arrive, hein. Même sur Linux, il faut arrêter de dire « Ah non, il n'y a pas de virus sur ce système ». Non, non, Il ils n'y ont a tous, plus d'argument. maintenant, tout fonctionne à travers Internet, tout fonctionne par d'autres biais de communication, et maintenant, tout le monde n'est plus n'est pas à l'abri de quelque chose. Ouais, même Olivier n'est plus à l'abri, hein. Alors, on va commencer, on va se jeter sur le dossier d'ici quelques instants du dossier spam. On se retrouve tout de suite après ça. Radio ici maintenant. 14h, 15h30. Cyberculture. L'émission qui réveille vos tartines. Alors, ça t'a réveillé ou pas? J'étais déjà réveillé, donc Donc, je répète, hein, vous pouvez envoyer si vous voulez changer de jingle. sauf que je Vous... préférais mieux le précédent. C'est le même. Alors j'ai peut-être, le premier va peut-être plus réveillé que le deuxième. D'accord, donc en fait, il faut juste le passer une fois, c'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça. Donc, Mais t'es par simple. contre, t'en as plusieurs, donc. Non, j'en ai deux, mais je suis là pour le soir. Mais pour le soir, la problématique, c'est qu'il faudra le refaire. Bon, ça, c'est pas trop grave. Oui, oui. Bon, allez, commence ton dossier là. Parce que Olivier là, il commence à me dire, allez, c'est quoi cette émission? Allez, commence ton dossier sur le spam. Et peut-être qu'il t'acceptera dans notre émission, je sais pas, hein. Oui, oui, on va négocier ça. Donc concernant tout ce qui est lié avec On négocie pas avec Olivier, hein. tout ce qui est lié avec le spam. Donc déjà le spam, ce qui est important de savoir, c'est que le spam est surtout lié avec les emails. Donc les emails, on va parler de mots français parce que l'email c'est un mot anglais. Donc il faut penser que il existe une traduction. La traduction Le courriel. c'est bien ça. Tu suis. T'as vu, j'ai appris, hein, j'ai même préparé un petit peu l'émission. Oui. Et si je parle de spam, parce que spam c'est anglais. Est-ce que tu connais la traduction? C'est pas un truc en rapport avec la viande, genre étouffement avec la viande, un truc comme ça, non? Je sais plus. Mais non. Vas-y, traduis. Mais Non. c'est toi qui as préparé le dossier, Oui, je là, sais. vas-y. Non, Vas-y, mais- vas-y. Je ne sais pas. D'accord. Donc le spam, la traduction c'est pluriel, pourriel, courrier rébus ou courrier indésirable. Donc Non, mais comment t'as fait? C'est toi qui as créé le dossier sur Thunderbird, t'es genre courrier indésirable. Vas-y, continue. non. Maintenant de plus en plus la traduction de spam il faut traduire ça par courrier indésirable parce que dans les textes de loi quand on est comme en France, Fais attention, il y a Fatima qui est déjà sur le chat, elle a peut-être résolu ou pas son problème de Wi-Fi, elle t'attend au tournant, hein. et donc il est important de penser que le courrier indésirable, parce qu'on va appeler aussi spam, et spam est très répandu, on va dire, comme mot, mais le courrier indésirable est la traduction officielle française. Donc c'est pour ça qu'il est important de le prendre en compte. Mais pourquoi on parle de spam aujourd'hui? Parce qu'il y a quelques années, ce phénomène a toujours existé. Donc le spam avant, c'était... on recevait des publicités sur le pare-brise de la voiture. Ça, vous en avez sûrement reçu, si vous en avez une. Vous recevez des publicités par votre fax. Des publicités aussi dans la boîte à lettres. C'est-à-dire des personnes qui mettent de la publicité dans votre boîte à lettres sans que vous le souhaitez. Donc tout ceci a évolué au fil des années pour arriver bien sûr sur les messageries, les emails que l'on peut recevoir aujourd'hui. C'est pour ça que le spam, enfin le courrier indésirable, il s'est trouvé une place en plein milieu de nos courriers que l'on reçoit tous les jours. Et dans les cartons chez toi aussi, non? Non, mais ça, c'est pas la même chose. D'accord. Alors, bien sûr, il faut penser que c'est aussi un fléau. Parce que, bon, j'ai retrouvé une petite analyse venant de la CNIL. C'est-à-dire qu'en 2002, on avait environ 35% de part d'emails. Merci pour le café, Olicat. On avait en 2002 35%, c'est-à-dire un tiers des mails qu'on recevait étaient un spam. En 2009, on était passé à 85%, ce qui a fait un grand bond en 7 ans, plus que doublé. Et de nos jours, il n'est pas toujours facile d'évaluer l'importance, mais les chiffres tournent entre 90 et 95% de spam, c'est-à-dire dans le courrier que vous recevez, 9 courriers sur 10, c'est un spam. C'est-à-dire qu'il y en a 1 sur 10 qui est vraiment un courrier intéressant. C'est une moyenne, hein, bien sûr.
Ça peut être plus comme un peu moins. Ouais, mais aujourd'hui, là, c'est à base, t'es hébergé, t'as ton email, t'as acheté ton nom de domaine, t'as pas mis de protection, tu es en train de me dire que j'ai ma boîte là, j'ai à peine ouvert mon compte, que ça va borratch, ça va spammer, ça va être compressé, et je vais quasiment ne plus rien voir, même effacer des mails qui sont des bons mails. Non, 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 il existe quand même des choses, il y a des choses à comprendre pour exactement ce pour éviter d'avoir ce genre d'influence de spam, puisque maintenant les logiciels sont plus adaptés. Donc avant d'attaquer directement dans ce que c'est un spam, on va plutôt peut-être parler un peu de tout ce qui est messagerie, parce que avant d'avoir un spam, le spam c'est un email. Bah, si t'as pas de mail, t'as pas de spam, ça c'est logique, Christophe. Bah si, tu peux l'avoir par la poste, Non, mais là on parle d'email. Si t'as pas d'email, tu peux pas être spammé, c'est logique. c'est logique. Après, ce qui va se passer dans ta boîte aux lettres, il te suffit de mettre l'étiquette. Merci de pas mettre de la publicité. Oui, mais sur une messagerie, tu peux pas le faire. D'accord, vas-y, lâche-toi. Donc, en niveau messagerie, là, on existe différentes sortes. Donc, il y a des messageries locales qui permettent de récupérer sur votre ordinateur, quel que soit votre système d'exploitation, Linux, Windows, Mac, le courrier, pour ensuite après le trier, le classifier, le filtrer, etc. Puis il y a aussi des messageries qui sont disponibles directement à travers Internet. Donc, en niveau messagerie locale, c'est-à-dire ce que vous pouvez installer sur votre ordinateur, eh bien, on retrouve, il y a Outlook, Thunderbird. Il y a aussi un autre, pendant un temps, j'utilisais énormément, qui est que je trouve très bien, c'est Foxmail. Je sais pas si tu connais. Foxmail, c'est un produit, on va dire, chinois. Mais par contre, le gros avantage, c'est que vous pouvez l'installer sur n'importe quel support. C'est-à-dire, on l'installait sur une clé USB pour pouvoir le transporter directement. Et là, on avait notre boîte de courrier par clé USB. C'était assez rigolo parce qu'on pouvait lire nos courriers n'importe où sur n'importe quel ordinateur. Ok. Thunderbird, Outlook permettent de modifier le chemin. Parce que des fois, le chemin par défaut... Non, mais Outlook ou Thunderbird, c'est des applications lourdes, c'est des applications qui sont installées. C'est pas, c'est pas des transportables. Comme tu m'as parlé de ton truc là. Foxmail. Voilà. Bah, continue ton développement sur ces softs. Hein. Donc, Foxmail, oui, c'est un logiciel, on va dire, alternatif qui permet de stocker n'importe sur quel support. C'est un exécutable, un programme qui se lance tout seul. Enfin, on fait un double clic dessus, il se lance. Et vous avez tous vos mails, n'importe où, et directement accessible sur un disque dur STAM, par exemple. Donc là, vous êtes autonome dessus. Les autres messageries, c'est les messageries en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez consulter directement par Internet vos messages. On retrouve Gmail, on retrouve Hotmail, on retrouve La Poste, SFR, enfin tous les comptes de fournisseurs d'accès, donc les FAI, proposent des webmails, Free aussi par exemple. On retrouve aussi Yahoo, voilà, beaucoup de... J'ai une question rigolote de votre Amiga. Est-ce que Foxmail envoie une copie en Chine ? Ah non, pas du tout. Parce que c'est open source, c'est fermé, c'est ouvert C'est un produit open source qui est ouvert, puisque le produit d'origine il est chinois, donc il existe une version chinoise, anglaise et française. Et maintenant, depuis la version 5, qui existe depuis 2002, je crois, il y a je ne sais plus combien de langues disponibles. Donc il est international. Et surtout, son gros avantage, moi ce que j'aimais bien, c'est qu'il est très léger. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse machine à gaz. Bah, revenons à nos moutons, sur le spam. Qu'est-ce qui se passe, comment ça se produit, qu'on continue sur cette... comment ça arrive oui, parce que là, quand on a défini notre messagerie, parce que c'est bien d'avoir une messagerie en local, une messagerie sur Internet, mais le but premier, c'est de recevoir des messages. Des messages d'amis, de connaissances, et puis après, bien sûr, il y a les messages liés au spam. Donc, le spam, qu'est-ce que c'est exactement, un spam ? C'est un courrier qui est envoyé par un inconnu, une personne que l'on ne connaît pas, une personne anonyme. Il y a un inconnu qui veut vous offrir des fleurs, mais en fait, c'est pas une fleur, c'est une poubelle. C'est ça. D'accord. C'est imagé, mais ça peut correspondre à ça. Ou la personne a créé une liste de diffusion sans votre accord, et donc vous envoie de la publicité que vous ne souhaitez pas. Ça arrive.
Et c'est comme ça que vous recevez des messages que vous ne savez pas comment ils ont fait pour recevoir avoir votre email en leur possession. Et puis aussi, il y a l'autre phénomène de provenance, c'est le forum. Vous participez sur un forum, quel qu'il soit, accessible à tous, et une personne qui désire faire des choses plus ou moins gentilles va répondre à ce message en répondant autre chose, et peut répondre et peut vous envoyer, récupérer votre email différemment. Donc toutes ces approches, on va dire, les sources sont différentes. Donc il y a l'inconnu qui envoie un message au hasard. Alors cet inconnu-là, on va prendre un exemple. Cet inconnu-là, il peut avoir où mon adresse? Je le connais pas, il l'a eu quelque part, forcément. Alors, pour avoir votre adresse, soit il a utilisé des manières X et Y pour récupérer des carnets d'adresses de d'autres personnes, donc de connaissances. Il peut utiliser des qui peuvent être récupérés à partir de virus, par exemple. Récupérés à partir de virus, de cheval de Troie, de malware. Donc ça, c'est illégal. C'est illégal. D'accord. Après, il y a aussi les listes de diffusion. D'où parfois, on peut recevoir un mail de nous-mêmes, à l'époque, des fameux virus qui aspiraient les carnets d'adresse des Outlook et qui écrivaient donc à cette fameuse liste et qui renvoyaient ce fameux virus. C'est bien ça. Et même moi, j'en reçois encore comme en tant qu'expéditeur. Et en tant que destinataire, j'en reçois aussi. Donc je reçois les deux. Il y a aussi la vente d'emails. Vous achetez sur Internet. La vente de base de données. Parce que lorsque tu, par exemple, tu achètes sur Internet, comme tu dis, on va remplir un formulaire. Et dans ce formulaire-là, il y a cette fameuse case qui est cochée par défaut. Même si aujourd'hui, on demande que cette case-là ne soit plus cochée par défaut, ou on accepte de recevoir des informations X ou Y de la société. Cette partie-là, on va revenir un peu plus loin. Mais ça concerne ça. Ça concerne ça. Et donc, ces emails-là peuvent être redistribués parce que vous avez coché, ne pas cocher la case. Et puis après, il y a aussi, vous répondez sur un forum, vous participez, vous vous impliquez en répondant à une autre personne. Et donc là, vous mettez votre email en clair. Et là, il y a des programmes. Aspirateur. Oui, qu'on peut appeler aspirateur, qui vont... Est-ce que tu passes l'aspirateur? Non, c'était un jeu de mots. Hein. Bien sûr. Qui vont regarder le contenu des pages et tout ce qui est lié avec un email va être récupéré automatiquement. Et c'est comme ça que... En fait, c'est très simple. Ce programme-là va se balader sur des sites internet. C'est pour ça que parfois, vous allez voir sur des sites où les mails soit est marqué d'une certaine manière qui est bizarre parce que ça déclenche pas votre logiciel de messagerie. C'est marqué avec des crochets ou avec des caractères bizarroïdes. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est que le robot qui va aller sniffer, on appelle ça sniffer, aspirer et chercher le mail tout deux points, parce que le mail tout deux points, c'est comme HTTP, sauf que lorsque vous cliquez dessus, ça déclenche le logiciel par défaut de messagerie qui se trouve sur votre ordinateur, et à partir de là, ça permet de faciliter, dans le meilleur des mondes, on facilitait la communication, sauf que ça a été détourné et utilisé pour aspirer ces fameux mails. C'est bien ça. Et donc, tout ceci alimente des plateformes d'envoi de spam, de messagerie en tout genre. Donc pourquoi c'est si répandu et pourquoi on en reçoit autant? Enfin maintenant un petit peu moins, mais on en reçoit quand même beaucoup. Parce que on peut considérer que l'envoi d'un mail, c'est pas cher. Par rapport... alors je te vois faire des gros yeux, mais non. Non, c'est la lumière qui rentre dans les yeux. Envoyer un mail, vous tapez le destinataire, vous mettez des gens en copie, vous mettez un message, vous l'envoyez, ça y est, c'est fait. Quand on envoie de la publicité, quand vous recevez de la publicité dans votre boîte à lettres, eh bien... il y a des personnes qui vont concevoir un document, qui vont le valider, qui vont mettre des informations. Donc, pour après, une autre personne va aller le déposer dans votre boîte à lettres. Donc, tout ceci, ça a un coût parce qu'il faut beaucoup d'actions manuelles. Alors qu'un email, c'est beaucoup plus souple parce qu'on peut le faire facilement. Ce qui va coûter, c'est simplement la mise en place, mais c'est pas forcément compliqué. On va louer le spammer va louer un serveur dédié sur une bande passante adéquate, donc une bande passante rapide. Il va éviter de le faire ça sur un serveur qui est sur de l'ADSL parce que c'est très lent le temps de réponse, et il va louer un serveur, ça va lui coûter 15 €. Voilà, mais après il a plus de limite. Il a plus de limite, il va le louer juste de manière provisoire, et tu vas dire pourquoi, ou peut-être les détails. Oui, non, mais vers ça un tout petit peu plus loin. Par contre, il y a aussi un point important,
Oui, hein, j'ai pas lu ton texte, hein, mais je sais de quoi tu vas parler. Oui, 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 je t'ai expliqué avant. Il y a aussi, ce qui est important, c'est que l'origine du mot spam, que j'ai oublié de parler tout à l'heure, parce que le spam, pourquoi le mot spam est très répandu? Eh bien, j'ai retrouvé la source d'information. Ça s'appelle, il y a eu un sketch des Monty Python de l'époque, et c'est eux qui ont lancé, on va dire, le spam que l'on connaît actuellement, donc le courrier indésirable. Le spam, parce que à l'époque, ils adoraient le jambon, et ça c'est véridique, hein. Ça, c'est véridique, là, je suis dessus. Là, c'est Shortened from Spicy Ham. Oui, donc ils adoraient le jambon, et le fabricant de jambon, c'était Spam, le fabricant. Donc ils aimaient tellement ça qu'ils en ont fait une chanson, un sketch, et ils l'ont tellement appelé Spam 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 qu'ils ont tellement fait un tabac, il y a un tube avec cette chanson, que le mot, les gens commencent à en avoir marre, et c'est comme ça que le mot spam a été repris par Internet, considérant que voilà, c'était du bourrage de crâne, juste avec ce mot et cette chanson, eh bien, c'est un des mots les plus utilisés actuellement. C'est pour ça que il faut penser que ce mot-là, c'est un mot qu'on ne pourra jamais se libérer et s'échapper. Ouais, Ensuite, vous pouvez aller sur YouTube, hein, parce que je l'ai pas devant, j'ai le clip, hein, devant les yeux. Vous tapez spam direct sur YouTube et vous allez tomber sur les mots Python. ah oui, 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 ça c'est. Continue, hein, Non, 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 faut pas t'esquiver. Hein, t'es là pour faire ta bien revue sûr. sur les spams. Allez. Oui, oui. Après, ce qui est aussi utile de connaître, parce que là on va rentrer plus dans le vif du sujet, parce que on a parlé un peu plus d'approche générale, mais comment repérer facilement un spam? Parce que là, on se retrouve avec un courrier, un email que vous recevez dans votre messagerie. Alors pour reconnaître un spam, c'est simple. Il a un symbole avec un logiciel de messagerie sur son t-shirt et c'est possible, il y a une forte possibilité que ce soit un spam. Non, là Et- c'est juste pour faire la promotion d'un très bon logiciel. Ok, d'accord. On a bien compris. Et Olivier, tu penses que c'est un spam lui ou pas? Je ne prononce pas sur cette question. Toi, t'as envie de continuer avec lui après. Ok, vas-y, continue. Donc, comment repérer un courrier quand on va le recevoir, si c'est un spam ou c'est vraiment un vrai courrier? Souvent, la majorité des spams, ben, ils sont en anglais. Ils viennent d'une langue étrangère que vous ne connaissez pas, enfin, ou que vous pouvez connaître, mais c'est pas la langue française. C'est-à-dire que souvent, ce sont des robots qui sont envoyés mondialement, donc la majorité ben, tente le coup d'envoyer en anglais. Bon, j'en reçois moi aussi en russe, en chinois, et puis dans d'autres langues que je ne connais pas du tout, ou dialectes. Et là, je repère de suite que c'est un spam. Après, il y a aussi l'autre approche d'un spam, c'est euh, c'est un spam, on va dire, amateur. C'est-à-dire que vous, comme moi, ben, vous envoyez un message et vous mettez des gens en copie. Votre message peut être publicitaire, peut être non désiré. Si vous mettez les gens en copie, donc copie visible, ça veut dire que vous allez vouloir faire de la publicité, inonder tout le monde. Et donc là, c'est pas ce biais-là. Quand vous voyez que vous n'êtes pas le destinataire principal et que vous êtes en copie et qu'il y a 50 personnes autour de vous qui sont listées, Ah mais ça, c'est quelqu'un qui sait même pas envoyer un mail. Hein. C'est qu'à un moment donné, il a essayé de faire un mailing list, il a complètement foiré. C'est un mauvais spammer. oui, mais Là, t'as pris le pire des spammers. T'es le mec il est mauvais. Il est mauvais. Il fait tout en CC et pas en CCI déjà. Donc il a pas réfléchi dans sa tête. C'est qu'à un moment donné, voilà, tu sais qu'il t'est pas destiné et en plus il te file les mails des autres. Il est bête. non, mais en plus c'est courant. Enfin, c'est pas courant, mais on peut le voir. Moi, je sais. Là, c'est plus Monsieur Tout le Monde qui voulait envoyer un PowerPoint rigolo à tous ses contacts et toi t'étais dedans, dommage. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il veut en faire profiter tous ses amis ou pas. Et donc, c'est comme ça que bah, vous pouvez vous retrouver dans cette liste de copies et une autre personne qui va récupérer ce contenu, et ben va pouvoir l'exploiter. Et là, vous allez vous être dans des fichiers
externe sans le vouloir. Parce qu'il y a une personne, une de vos connaissances, qui a voulu partager un document, un fichier, un message directement en copie sans le cacher. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir votre email dans la nature. Après, il y a des spams, on va dire, un peu plus vicieux. Alors là, ça c'est... celui-là, le spam un peu plus vicieux, il faut considérer que vous allez recevoir un message, et puis il y a marqué en première phrase, ceci n'est pas un spam, ou dans le sujet. Et ce qui permet indirectement de considérer que les gens, enfin, vous allez cliquer dessus pour lire, parce qu'il y a marqué dessus que ce n'est pas un spam. Alors qu'en vérité, c'est le cas. C'est un peu plus vicieux. Alors là, on va pas que c'est pas intéressant ce que tu racontes, mais sur le chat, il parle de, tu vas peut-être l'aborder d'ici quelques instants, c'était l'algo-filtrage bayésien du spam qui permet entre autres d'éradiquer quasiment 90%. Bon, ça c'est peut-être trop 90%, mais ça permet d'éradiquer 90% de ce genre de spam. Qu'est-ce que tu en penses, ça ? Donc oui, il existe des outils, il existe... donc j'ai donné quelques solutions, mais ce genre de possibilités, c'est quand même utile, mais après avec le risque quand on filtre trop, eh bien, de ne plus recevoir vraiment les vrais mails. Ouais, c'est parce qu'après, on va rentrer dans des vrais positifs, des faux négatifs, et on va être bloqué. Mais quelque part, c'est sûr, si on commence à mettre trop de mots qui font que ça a une ressemblance avec du spam, ça partira jamais ou ça arrivera jamais. C'est bien ça, il faut penser que si on veut être trop extrémiste, enfin, au niveau mettre trop de protection, ce qui est bien, va freiner, parce que sur certaines compagnies, certaines sociétés utilisent ce genre de technologie pour filtrer un maximum les spams. Et je sais que... Aujourd'hui, les compagnies elles utilisent les grey lists, donc c'est les listes grises, donc les listes blanches, on va plutôt les appeler les listes blanches, au sens où on doit montrer patte blanche avant que le message puisse arriver correctement dans la boîte de l'utilisateur. Donc on reçoit à nouveau en face un email en disant est-ce que c'est bien vous qui avez envoyé cet email, et on fait oui, et là effectivement le serveur valide le mail qui arrive sur la boîte email de votre destinataire. C'est bien ça. Donc là, on va dire c'est plus dans un cadre professionnel. Alors que là, ce que j'ai abordé, c'est en tant que particulier, en tant qu'utilisateur de tous les jours en dehors du travail. Alors j'ai Amiga 1200 qui me pose une question pour toi. Christophe. Oui. Christophe. Oui, c'est bien moi. Christophe, tu reçois beaucoup de spam avec un reply to sur ta propre adresse. J'en reçois là maintenant moins parce que il faut penser que pendant un temps, enfin il y a quelques années, il y avait des plateformes de relais et de bots, enfin dire des serveurs robots qui passaient leur temps à envoyer des spams. Alors il y avait des serveurs robots, mais c'était dans le détail, c'était des zombies PC qui étaient infectés par un virus. Donc il y avait ce genre de cas, les fameux Viagra et l'argent pénis, etc., etc. Et c'est ça qui sniffait qui récupérait les adresses email et qui renvoyait et qui faisait des SMTP fantômes, des SMTP zombies. D'où le fait qu'aujourd'hui, bizarrement, le port 25 il est fermé chez les fournisseurs d'accès à Internet sur votre Freebox par exemple, ou sur votre Orange, etc., sans faire de pub, à ce sens où on bloque ce fameux port 25. Vas-y, je te laisse rebondir là-dessus. Et donc, ces envois de mails, donc beaucoup, entre autres Microsoft, enfin, il y a beaucoup de sociétés qui ont porté plainte, et ces serveurs ont été ont été repérés, identifiés et fermés. Ce qui permet de réduire le nombre de courriers non indésirables. Ce volume, moi j'étais quand même monté, parce que je suis impliqué dans de nombreuses associations, je tournais en spam pur reconnu, identifié, à 150 000 spams mois, ce qui correspondait à 3-4 000 spams jour, à peu près, qui étaient déjà repérés, sans compter les spams qui passaient à travers, comme si c'était des vrais courriers. Donc j'étais vraiment inondé, et j'utilisais des messageries relais pour pouvoir en recevoir le minimum. Donc en revenant à cette histoire d'inondation de spam, genre à la fin on n'en pouvait plus. Donc les fournisseurs d'accès, c'est eux qui ont quand même fermé les vannes pour éviter que ces CMTP zombies qui spammaient en fait tout le monde. Donc c'était même nos propres
notre propre PC, des Windows où il n'y avait pas d'antivirus, etc., qui étaient infectés et qui envoyaient ces fameux mails. Et à un moment donné, il fallait quoi? Il fallait faire quoi chez les fournisseurs d'accès? Moi, j'ai un souvenir sur de l'hébergement mutualisé où derrière, on avait dû faire des expressions régulières et surtout de la validation de qui avait le droit d'envoyer des emails sur les ordinateurs en réception. Donc on a vu tout ce qui était ADSL, on avait viré tout ce qui était ADSL, tout ce qui était câble, tout ce qui n'était pas reconnu en tant que fournisseur d'accès à Internet direct, donc SMTP, Proxad et compagnie, et on n'acceptait pas sur le serveur. Et qu'est-ce qui se passait? Derrière, nos ressources revenaient à la normale. C'est bien ça, donc on libérait de la bande passante, et ce qui permettait de recevoir vraiment des vrais courriers qui nous intéressaient. Donc, mais bien sûr, ces plateformes-là, ces robots, ces zombies, comme on peut appeler, enfin, toutes sortes de noms. C'est les zombies, hein, oui, c'est des morts vivants. Voilà. Donc, attention, c'est numérique, hein, bien sûr. Ils ont évolué, parce qu'ils ne vont pas rester sur quelque chose de bloquant. Ils ont toujours de l'imagination pour pouvoir contourner cette nouvelle barrière, cette protection. Donc, on va dire que maintenant, les nouveaux spams, la nouvelle forme de spam... Rassure-nous, Christophe, dis-nous tout. Est-ce qu'aujourd'hui, ces spams, il y en a encore plein? Est-ce qu'on est bien protégé? Qu'est-ce qui se passe? Mais 150 000 spams que je reçois mensuellement, parce que ça faisait quand même un gros volume. Hein. Dont 149 999 d'Olicat. Maintenant, je suis descendu à une histoire comme 30-35 000. Donc, je suis très content d'avoir... plus autant de volume de spam. C'était un spam, un courrier non souhaité toutes les 6 secondes. Ce qui est quand même important. Et donc maintenant que ces plateformes ont vraiment fermé, donc après j'ai mis aussi des barrières, j'ai mis des filtres. Ça, on verra ça là. Félicitations. Oui. Tu as fait des progrès depuis la dernière émission, je trouve. Non, mais... Continue. C'est parti filtre, protection. Elles étaient déjà présentes, donc ça, on va dire... Alors c'est quoi ces filtres? Ces filtres-là... Synthétiquement parlant, qu'est-ce que ça fait? Là, on parlait d'un algo tout à l'heure. Est-ce que c'est côté serveur, côté client? Quand je dis côté serveur, c'est chez votre fournisseur Hotmail ou blablabla, ou chez votre fournisseur où vous hébergez votre nom de domaine, il y aura des filtres sur serveur. Okay, et là, il y a des filtres logiciels sur notre ordi. Là c'est sur l'ordinateur, c'est sur vos outils. Linux ou Windows? Moi, c'est universel, donc Linux, Windows, Mac. C'est parce que Thunderbird fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation. Donc, quel que soit votre environnement, votre ordinateur, vous avez la solution si vous utilisez cet outil. Parce que Foxmail n'est pas compatible Linux. Hein. Mais en niveau règles, le volume de spam de ce que j'ai pu parler, la quantité tout à l'heure, c'est que c'était des spams qui étaient déjà filtrés. Je compte pas les spams qui, eux, passaient comme dans le courrier normal. Il y avait encore... Donc ça veut dire que le chiffre est encore beaucoup plus important sur mes messageries. Il faut bien faire la distinction. Donc cette solution, on va en parler là tout à l'heure. Pour l'instant, on est en train de voir sur comment identifier ces spams, ces courriers que l'on reçoit. Parce qu'on les reçoit au début en texte. On les reçoit parce qu'on les repère, parce qu'ils sont en anglais. Ils sont en copie, enfin vous êtes en copie dedans et il y a 50 noms autour de vous. Et vous vous rendez compte que voilà, vous êtes dans une liste de courriers parce que la personne n'a pas su envoyer un message. Maintenant... Ouais, là, tu parles du fait où on a eu ton email, mais maintenant, comment on fait pour la grande question, comment on fait pour lutter contre le spam? Oui, mais il y a aussi... en tant qu'utilisateur lambda... Oui, mais ça je vais en revenir, j'ai juste un petit point avant à préciser. Vas-y, précise. C'est que les spams ont évolué pour contourner toutes les barrières. Parce que là, tout à l'heure, tu as parlé de protection par les fournisseurs, côté serveur. Il y a du filtre avec les filtres, avec les algos. Avec les filtres, les algos, enfin tout ce qui est possible professionnellement de mettre en place. Mais ces spams-là, ces robots, ces zombies qui envoient, ont contourné ces protections. En envoyant sur des ports 80, comme si c'était de la navigation. Un port HTTP. Enfin, différentes routes pour contourner ces barrières de protection. Et pour contourner ces barrières, ils ont eu l'idée de mettre des spams images. C'est-à-dire que vous recevez une image et dedans c'est un spam. Il y a un message non souhaité. Les antivirus ne le détectent pas tout de suite.
vous recevez des PDF ou des exécutables Mais tu reçois ça par quoi? Par courrier? par courrier. Ouais, mais attends, aujourd'hui, bon, je pense que même l'éducation d'un utilisateur lambda n'ouvre plus un point zip dans son mail. Manque de peau, si. Tu vas pas me dire que tu l'as fait. Non, pas moi, D'accord. mais... Donc tu quittes cette pièce. Non, on m'a demandé, j'ai eu des voisins... Au piquet. J'ai eu des voisins qui m'ont appelé en urgence parce qu'ils recevaient des choses bizarres. Et en discutant, voilà, ils ont cliqué sur le zip, ils ont ouvert le lien, ils ont ouvert le fichier PPT, enfin le PowerPoint, pensant que c'était une animation rigolote, parce que le titre, c'était un titre d'actualité. Donc, et ils se sont dit, tiens, je vais aller voir ce que c'est. Et ils ont cliqué, ils ont ouvert le fichier. Voilà, donc n'importe qui peut se faire avoir parce que vous avez suivi l'information. Parce qu'avec des softs, hein, même on sait, avec Backtrack ou d'autres choses, on peut faire des injections d'exe dans des PPT ou dans des JPEG ou dans des images. Oui. Donc il faut faire super gaffe à ce qu'on ouvre. Voilà. Ou aussi maintenant, ce qui est le plus courant depuis quelques mois, c'est vous recevez un lien ou directement le fichier MP3. Donc le MP3, c'est de la musique. En disant, voici offre découverte, découvrez la nouvelle chanson des Beatles. Et si vous aimez les Beatles, vous allez cliquer dessus. Parce qu'il y a marqué Beatles, c'est un des artistes que vous préférez. Ouais, oui, mais ça c'est pour donner ouvrir à la curiosité ou par le fait qu'on Oui, a un goût pour quelque chose. Mais le mail, il est arrivé là dans votre messagerie. Le fichier MP3. Et tu vas cliquer dessus, il va s'ouvrir, et là vous allez être spammé encore un peu plus. Oui, c'est parce qu'il sait que c'est un mail qui répond. Qui répond. Voilà. Qui active, c'est le mot qu'ils utilisent dans le marketing. Qui est actif. Il y a aussi le phénomène de la même chose avec Elvis Presley. Donc les personnes qui sont très friandes de cet artiste vont cliquer dessus. Bon, ce sont deux artistes, on va dire, enfin deux groupes de musique. T'es en train de te faire charrier avec le coup des Beatles. Hein. T'aurais dû prendre un autre exemple, je sais pas, David Bowie. Oui, j'aurais pu prendre. Ou Steven Seagal. J'aurais pu prendre Johnny Hallyday ou n'importe. Ah non, pas de Johnny. Steven Seagal. Si tu veux. Mais on va dire n'importe quel type d'artiste reconnu ou de phénomène que l'on peut entendre, eh bien, vont inciter d'ouvrir ce fichier pour pouvoir après, quand vous allez lire dessus, être inondé encore un peu plus. Et l'avenir, parce que là pour l'instant on ne se rend pas trop compte, mais ça, et je le sens bien, c'est les spams vidéo. Parce que on a de plus en plus la DSL, la fibre qui est en train d'arriver, d'être déployée, donc des gros tuyaux. On a pu envoyer du texte, on a pu envoyer des images, on envoie des MP3. Pourquoi pas envoyer des gros fichiers vidéo qui vont inciter les gens à ouvrir cette vidéo et puis à être inondés aussi en spam. Donc là aussi, c'est si vous recevez une vidéo en pièce jointe, ne l'ouvrez pas. Parce que ça, c'est... C'est vrai que si quelqu'un vous envoie une vidéo de 1 giga par mail, il est un peu taré. Parce que bon, faut le passer sur le serveur mail, 1 giga, déjà c'est à peine 10 megs ou 20 megs. Ils ont peut-être fait des programmes, non, c'est 100 megs sur les messageries. Donc Ouais. faites attention, n'ouvrez pas tout et n'importe quoi. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite après. Bon, bien sûr, Oui. un remake, je sais, c'est la mission spéciale. On écoute les musiques de MAF, de la scène démo Amiga. À tout de suite, un petit remix de Mafland.
Radio Ici Maintenant, c'est Cyberculture. Radio Ici Maintenant, c'est aussi la fréquence 95.2 FM Paris-Île-de-France. On a notre site internet www.ici-et-maintenant.com, un chat qui est ouvert tous les samedis de 14h à 18h. Oui, C'est bien ça. c'est bien ça. Vous pouvez nous rejoindre sur chat.rim952.fr. Bonjour à tous les chatteurs, je dis bonjour, mais qui sont aujourd'hui, ils sont toujours là, présents, fidèles au rendez-vous pour suivre l'actualité informatique et surtout nos délires dans l'informatique. On parle de tout, d'open source, on met les choses en avant voilà. Mais juste avant de reprendre Le dossier le dossier, du jour. petit jingle. Radio Ici Maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, l'émission qui réveille vos tartines. Merci de l'idée du jingle d'Olicat, pour une fois qu'il en avait une bonne idée. Alors on continue sur la côté du spam et on parlait de solutions maintenant parce qu'il reste il reste une bonne 20 minutes là-dessus. Oui, ça passe très vite. Et après on retrouvera l'outline avec Olivier qui résolvera vos problèmes ou pas. Ou vous le résolverez tout seul, comme disait Fatima tout à l'heure avec son Wi-Fi, parce que c'est pas forcément évident au micro, mais on aide, Olivier aide énormément dans le domaine de la réparation en direct. Donc on le retrouvera tout de suite d'ici une bonne 20 minutes, sauf si je lui bouche le micro. Alors, on continue. Quelles sont les solutions pour le spam email ? Oui, parce qu'avant la coupure, on a vu tout ce qui était provenance, l'importance, tout le risque et tout ce que l'on peut recevoir. Maintenant, il est important de parler aussi de solutions. Comment se protéger aussi comment au moins recevoir. C'est surtout ça. Parce que les supprimer, les rendre avoir zéro spam, c'est quasiment c'est dommage de le dire, mais oui, on peut pas avoir zéro spam. Ça, c'est impossible. Sauf si on crée un nouvel email pendant un certain temps et que l'on s'en sert vraiment au minimum. Là, on est sûr d'avoir pendant une durée non déterminée. Après, il faut faire gaffe aussi sur les emails. Il y a des emails qui sont plus susceptibles d'en recevoir plus rapidement, comme contact ou prendre des emails génériques. Oui. Alors, comment se repérer, éviter de transmettre ces emails déjà. Donc, lorsque vous êtes sur un site marchand, lorsque vous êtes sur l'envie de vous inscrire sur un forum, quel qu'il soit, ou un compte, ou une messagerie, ou un nouveau profil. Avoir une messagerie poubelle. C'est bien ça. C'est ça, technique, t'as vu, hein, faut avoir une messagerie qui est dédiée simplement à recevoir les logins et les mots de passe. Login, mots de passe, et qui sont destinés pour ce genre d'utilisation. C'est-à-dire que lorsque vous mettez votre email, quelque part, il faut penser que cette adresse, la société peut se le garder, souvent c'est ça, mais ces sociétés-là font partie souvent de groupes où il y a des rachats. Et lorsqu'il y a des rachats, eh bien la société qui a racheté rachète aussi ce carnet d'adresses, donc votre email. C'est pour ça qu'il est important de mettre sur un email à part. En fait, t'as ça parce que c'est dans le contrat, dans le contrat de vente, dans les CFG, dans le CFG de vente, vous avez ça, vous avez un article que effectivement, c'est pas forcément dans une revente. Effectivement, tu peux avoir raison dans ce côté-là, mais c'est aussi, c'est marqué en tout petit, ils ont le droit de regard en fait, qui peuvent le revendre à une tierce entreprise. C'est bien ça. Et donc, au niveau loi, parce qu'il y a quand même eu des lois. Il y a deux options. Il y a l'option IN, l'OPT IN et l'OPT OUT. L'OPT IN correspond, c'est que pour recevoir des messages publicitaires du courrier indésirable, il faut cocher une case quand on est sur un site français. Parce que en France, il est prévu, c'est que on vous propose, est-ce que vous voulez recevoir des publicités ou des courriers non souhaités, considérés comme spam. Donc là, vous cochez la case et vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc si vous cochez pas la case, vous ne recevrez pas de publicité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut acheter légalement parlant une base de données, je ne citerai pas la société, qui vous permet de récupérer cet ensemble-là pendant 1 an, parce qu'il y a une certaine durée aussi d'utilisation. Donc oui. C'est quand même réglementé le fait de louer la récupération des emails. C'est pour ça que parfois, nos emails d'entreprise, on reçoit ces fameux spams, parce qu'à un moment donné, on a demandé une documentation et on a coché sur cette case. C'est bien ça. Et l'autre phénomène, c'est l'OPT out, c'est-à-dire c'est l'effet contraire, qui est
mis en avant dans les textes aux USA. C'est-à-dire que la case est cochée par défaut. Et c'est vous qui, si vous voulez pas recevoir de spam, vous êtes obligé de décocher la case. C'est complètement une approche inverse de celle qu'on connaît en France. Donc, aux USA, ils ont contourné le problème, c'est d'office, vous acceptez ce courrier de publicité, de vente, si vous achetez sur, par exemple, Amazon, qui est un site lié à un groupe américain, et que vous créez un compte, la case est cochée par défaut. Même que vous êtes en France. Parce que ils partent sur la politique américaine, internationale. C'est leur réglementation, tout simplement. C'est leur réglementation. Donc il faut penser que quand vous ouvrez un compte sur ce genre de plateforme, enfin de site, il faut décocher la case en disant non, je veux pas recevoir de courrier supplémentaire ou de spam non souhaité. C'est quoi du spam gourmet et clone? Je sais pas, c'est une question de Amiga 1200 qui te bat pour toi. Spam gourmet et clone. Tu peux développer s'il te plaît Amiga 1200 là sur ton spam gourmet. C'est quoi? C'est des gâteaux spam que tu reçois ou des cookies, hein? C'est peut-être un jeu de mots avec tes fameux cookies là que tu fais une fois par semaine. Ouais, non, je ne vois pas du tout ce que c'est. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Ok, ouais. Donc revenons Donc, là il y a le côté. Alors par contre, ce qui est possible de faire, c'est pour éviter se protéger auprès de réception d'emails non souhaités. Donc il y a la possibilité de créer un mail foutoir, enfin poubelle on va dire. Oui, on va corriger le mot, hein. Poubelle. Hein. Poubelle. Foutoir, c'est pas beau. Oui, un mail poubelle. Mais par contre, vous pouvez faire par le biais d'un alias. L'alias, c'est que vous passez par une plateforme, ce mail-là sera disponible pendant une certaine durée. Il existe un site qui s'appelle jetable.org, qui est très bien, enfin que moi j'aime bien, c'est celui que je me sers le plus. Après, il en existe d'autres, hein, il y a 10 minutes, etc. En gros, c'est que vous mettez votre vrai email sur une durée. Votre durée peut être de 10 minutes, 1 heure, 24 heures, voire une semaine. Et après, ce mail-là disparaît. Le mail qui est généré, c'est un email avec des lettres un peu bizarres. Ok, c'est comme un e-card, c'est un mail, C'est un alias. éphémère. C'est un alias éphémère. C'est éphémère. C'est quand même un mail, mais ça va pas stocker, ça va simplement créer la redirection vers ton mail réel. C'est bien ça. Ça va le cacher. Ça va le cacher. C'est un shadow mail. Ça va le cacher. Et directement, donc, vous êtes sûr que si vous avez un doute sur le site internet, vous utilisez ce site-là, vous mettez votre email, vous fournissez l'email qui est généré, et pendant une semaine, vous êtes tranquille, parce que vous allez peut-être au début recevoir un peu de publicité, et quand l'email va plus exister, vous serez tranquille pour ce biais sur ce site-là. C'est une sûreté supplémentaire. Après, ce qui est intéressant, parce que de mettre des filtres dans vos messageries. Alors les filtres, il existe deux manières de le faire. Soit vous le faites à partir de votre webmail, c'est-à-dire vous consultez vos messages par le biais d'Internet, ou vous consultez vos messages en local, avec un logiciel, Thunderbird, Outlook, etc. Donc quand c'est par messagerie, par webmail, donc l'accès par Internet, que vous utilisez par vos smartphones, vous pouvez créer directement des filtres. Ces filtres-là, il y a un bouton paramétrage, donc Gmail, Outlook, Free, SFR, enfin toutes les messageries disponibles sur Internet proposent la configuration de filtres. C'est-à-dire vous identifiez, en plus de ce qui est mis en place, la possibilité de mettre une barrière supplémentaire, ce qui permet de classer directement ces courriers dans votre contenu, dans votre messagerie, votre boîte. Et comme ceci, vous pouvez filtrer un peu plus. Par exemple, vous pouvez filtrer avec une pièce jointe. Vous recevez un PPT, vous recevez une animation de contact, vous pouvez les classer. Comme ceci, si dedans il y a un spam ou un courrier que vous ne voulez pas, vous êtes sûr de ne pas l'avoir dans votre messagerie classique. Ça, c'est la partie webmail. Alors là, on va accueillir parce que j'ai ouvert le standard, hein, on va accueillir un auditeur qui va nous poser des questions ou une affirmation, je ne sais rien, sur le spam, le phishing. Oui. Franck ? Oui, bonjour. Oui, bonjour.
Voilà, en fait, c'est plutôt une observation que j'aimerais faire, mais vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai remarqué que lorsqu'on met des annonces sur des sites là pour vendre des choses d'occasion, vous voyez, des annonces gratuites, par Oui. exemple, sur le Bon Coin, des choses comme ça, Oui. on reçoit souvent des réponses, mais j'ai l'impression, enfin, j'ai remarqué, bon, moi, quand je reçois une réponse, je googleise l'adresse email de l'envoyeur. Mhm. Et quelquefois, on arrive à trouver justement des traces sur la personne. Et quelquefois, on voit que c'est des gens qui sont, qui sont susceptibles d'être des gens qui font du phishing, des choses comme ça. Oui. Il y a de Et, l'arnaque, des arnaques en ligne. Hein. Est-ce que vous pensez que... Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils font semblant d'être intéressés par la chose que vous vendez, vous voyez, afin d'avoir votre email, puisqu'ils ne l'ont pas tant que vous ne leur répondez pas. Et donc, même s'ils donnent un numéro de téléphone, bon, maintenant, je crois qu'on peut acheter des téléphones dans les tabacs, là, tout ça, donc ça dure pas longtemps, donc ils peuvent aussi faire semblant d'avoir un numéro de téléphone, tout ça. J'aimerais savoir ce que vous en pensez à votre niveau, vous qui semblez être spécialiste de ça. Est-ce que je me trompe ou pas Après, c'est pas une histoire de tromper, c'est qu'à un moment donné, là, tu as fait ta petite enquête, tu regardes qu'effectivement, ces gens-là, c'est des arnaques en ligne et il y a des signes précurseurs. Hein. C'est sûr que si tu appelles une personne, tu vois un numéro de portable, bon, c'est sûr que les numéros de portable, aujourd'hui, en France, on t'achète un portable, entre guillemets, genre comme une mobicarte, parce que ça existe toujours, hein, malgré les prix qui ont chuté sur les abonnements. Je crois que tu as 15 jours, quelque chose comme ça, pour t'identifier vis-à-vis du fournisseur qui est en face, sinon ils te coupent ta ligne. Mais eux, 15 jours, ça leur suffit largement pour faire un faux plan ou une arnaque en ligne. Alors c'est pour ça qu'il faut se méfier. Il y a des indices qui font que derrière, il faut faire attention. L'indice ne va jamais... voilà, tu as un 06 par exemple, même les 01. Hein. Aujourd'hui, on peut avoir un 01 en VoIP. Ou un 09, un numéro français, et derrière ça va être un numéro VoIP et la personne ne se trouve pas forcément en France. Donc, si vous voulez, bon moi, bon je m'en fiche si je donne mon adresse email, comme c'est une adresse email un peu poubelle, bon ça me dérange pas, vous voyez. Mais enfin bon après c'est embêtant, on reçoit tout le temps des spams, du phishing, du machin. Et bon par contre des fois, si vous passez, si vous googlisez une adresse email, vous voyez que c'est quelqu'un, qui semble sérieux, ça correspond à ce qu'il dit ou habiter, des choses comme ça. Vous voyez, des fois on peut se rendre compte un peu de la personne, bon, et suivant la personne comment elle écrit, et des choses comme ça, vous voyez. Mais je trouvais que c'était gênant parce que dès qu'on met une annonce sur le Bon Coin, sur des sites comme ça, Viva Street, machin, enfin tous les trucs gratuits là, pour vendre un truc, on est abreuvé de messages. Mais en fait, je suis sûr que la plupart de ces messages-là, c'est pas des gens qui sont vraiment intéressés par l'achat de l'objet, c'est plutôt d'essayer d'avoir votre adresse, vous voyez. Après, ils vont essayer de après, franchement, Franck, je pense pas qu'ils se prennent la tête pour une adresse email. C'est pas l'adresse email qu'ils veulent. C'est simplement la personne qui est derrière pour voir si c'est une personne qui répond à une action. Et ils vont essayer de monter une arnaque, te proposer quelque chose, t'envoyer c'est juste ça. Après, se battre pour avoir ton email, je pense pas. Disons que s'ils ont mon email, ensuite ils peuvent faire une tentative de phishing, m'envoyer ils ont mon adresse pour m'envoyer un phishing, ou vous voyez si... Oui. Bon, après, moi, c'est ce que j'ai pensé. Après, je suis pas un spécialiste, mais c'est casse-pied, quoi. Enfin bon, maintenant, si vous voulez, on a des réponses de gens qui seraient acheteurs, mais bon, on a l'impression qu'en fait, les gens... Parce qu'en principe, quand quelqu'un est sérieux, qui répond... il fait une phrase, vous voyez, bien tournée, machin. Non, mais là, de toute façon, mais toi, tu l'as vu. Non, mais Franck, contacte-moi vite, machin, alors Franck, je t'interromps, mais à un moment donné, tu l'as bien vu, de toute façon, que c'était des personnes qui voulaient pas acheter ce que tu vendais sur le site du Bon Coin ou sur un autre site, bien sûr. Et c'est qu'à un moment donné, tu l'as vu, tu as vu que c'était une tentative d'arnaque, peut-être, derrière. Et c'est qu'à un moment donné, il faut dire stop, et c'est tout. Et tu l'as vu.
Bah, je leur réponds pas carrément. Je leur réponds pas. C'est pareil, ils mettent un téléphone, vous téléphonez, soit c'est un répondeur, soit c'est machin, mais et ça commence à devenir fatigant leur histoire. Alors là, Franck, là pour ça, c'est le comportement qu'on a sur Internet, on fera le débat, bien sûr, ça fera le débat d'une autre émission. C'est vrai que ça a un rapprochement avec le spam, mais là le spam c'était plus du côté spam pur poubelle, le courrier, etc. Donc peut-être ça fera, je vais réfléchir avec Christophe, on va faire une autre émission sur comment le guide du bon utilisateur de Internet, comment ne pas se faire avoir. Mais sinon, voilà. est-ce que vous avez déjà goûté du vrai spam? Du vrai spam en Angleterre, oui, j'en ai goûté. Ouais. Non, parce que c'est peut-être ça, le spam gourmet, c'est peut-être une marque de pâté. D'accord, une marque de pâté qui s'appelle d'accord, comme ça. c'était une blague. Bon, faut que je te laisse parce qu'il faut qu'il Bon, finisse merci bien, son dossier, sinon il n'y a plus C'est rien. intéressant votre émission. Merci Allez, à au revoir. toi, ciao. Radio ici maintenant, c'est Cyberculture, on parle de spam avec Christophe aujourd'hui. Là, il nous reste quelques instants. Donc je vais quand même donner ouais. 2 outils. Ouais, attends, juste avant que je te donne les 2 outils. Hein. Radio ici maintenant. 14h, 15h30. Cyberculture. L'émission qui réveille vos tartines. Merci à Tristan qui nous a envoyé ce fameux jingle et merci à Holycat qui a déclenché ce mini concours. Ça peut lui arriver d'avoir des bonnes idées, comme je l'ai déjà dit. Une bonne idée. Donc vas-y, conclue ton histoire de spam. Oui, donc là on a vu tout ce qui était webmail. Donc vous avez votre messagerie maintenant en local. Vous recevez vos mails directement chez vous. C'est surtout ça qui est aussi intéressant. Donc il faut penser... Juste reviens sur le nom du site internet qui permet de faire les alias. C'est le chat, les amis chatteurs demandaient c'était quoi le site exactement, l'orthographe. Table. Table. Table.org. C'est un site français. C'est un site, il est français. Francophone, on va dire qu'il est francophone. Ça évitera de te tirer une balle dans le pied comme d'habitude. C'est un site francophone. Donc c'est 3 fois W, jetable. Donc jetable.org. Et là, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout. Il y a juste saisir votre email. Vous saisissez votre email, vous faites OK. Il va vous envoyer. C'est bon, après les gens ils vont se débrouiller. Continue. Voilà. Parce que là, il te reste très peu de temps. Et après, je ne sais pas si Holycat t'accepte dans notre émission. Hein. Il est en train de réfléchir. Hein. Donc, pour votre messagerie, ce qui est possible de faire. Alors, pour Thunderbird de Mozilla, donc il existe une extension qui s'appelle Signal Spam. Entre autres, Signal Spam permet de, lorsque vous recevez un courrier non souhaité, indésirable, et qui va dans votre messagerie, vous pouvez cliquer dessus et le signaler comme quoi c'est un spam. Ça veut dire que vous allez profiter, vous allez contribuer à cette barrière de protection directement. Et comme ceci, si vous recevez par le même expéditeur ce genre de courrier, il ira directement dans la rubrique courrier indésirable. En niveau Outlook, parce que cette fonctionnalité est disponible qu'à partir de Windows 8. Tout ce qui était avant, c'était pas possible. Donc il faut, c'était par vous-même ou utiliser par un proxy, enfin d'autres logiciels annexes qui permettent de verrouiller ce filtrage automatique. Donc il faut penser que il existe des extensions pour tout ce qui est les webmails, enfin les messageries que vous recevez dans votre ordinateur. Il est possible de se protéger, enfin de filtrer pour les classer directement dans vos courriers non souhaités. Vous ne pourrez pas les supprimer automatiquement, sauf si vous mettez dans les filtres, donc c'est-à-dire dans votre logiciel, il existe la possibilité de mettre des filtres. Ces filtres-là peuvent, au lieu de les envoyer dans les spams, les envoyer directement à la corbeille, pour ne pas les voir. Et ensuite, après, quand vous paramétrez votre corbeille, et vous quittez le logiciel, ce message disparaîtra. Ok, là tu parles de modules que tu vas installer sur Thunderbird par exemple, sur d'autres logiciels. Il y a des messagerie, mais chez les fournisseurs comme Gmail, Hotmail ou autres, il y a quand même déjà au côté serveur, il y a quand même des applis. Hein. Oui, il y a des applis, mais ça filtre pas tout. Parce qu'ils ont beau mettre des barrières, ils en mettent régulièrement, mais des fois ça suffit pas. Des fois, par exemple, j'en ai marre de recevoir certains mails d'Holycat, je peux le considérer comme spammer en fait dans mon logiciel, même si le serveur ne veut pas. Oui, mais ça c'est toi qui t'es avancé. Hein. Non mais là, t'as pas envie de répondre, hein. T'as vraiment envie d'aller dans notre émission, j'ai l'impression. Et donc, ce principe de filtre, vous pouvez les placer. Donc oui,
Quand vous passez vos messages par un Google, un Hotmail, un Yahoo, etc., il y aura déjà un pré-travail de fait. Mais Ok. ce pré-travail, quand vous le récupérez, il peut y avoir quand même des messages qui vont dans la partie boîte de réception classique. Et c'est là après que vous avez votre rôle à jouer en signalant, donc en mettant ces extensions supplémentaires. Comme ceci, vous contribuez à filtrer automatiquement ces messageries relais. Et comme ceci, vous allez recevoir moins de spam, de courriers non souhaités dans votre boîte de réception. C'est tout ça qui est important. Donc en utilisant ces extensions dans vos logiciels, vous allez réduire le volume de courriers non souhaités. Ce qui permettra de pouvoir avoir vraiment du courrier pertinent, enfin de ce qui peut vous intéresser. C'est tout ça qui est important. Ok, c'était ta conclusion C'est dessus. bien ça. Donc aujourd'hui sur le spam, un petit peu pour mettre un petit peu aussi ma sauce là-dessus sur le spam, bien sûr les fournisseurs d'accès font des filtres, c'est bien d'avoir un compte en webmail par exemple, ça permet d'éviter d'avoir son logiciel qui explose. Ensuite, bon, on ne va pas rentrer dans les pièces jointes, c'est encore un autre sujet qu'on pourrait faire sur les virus et comment s'en protéger. Et sur les spams, aujourd'hui, on a des solutions, heureusement, et des solutions open source dites gratuites pour éviter de se faire polluer. On n'a pas parlé d'un autre sujet qui est en rapport avec le spam, il peut me rester une minute pour en parler, ou même quelques instants. C'est parfois, effectivement, il y a des collaborations qui se font entre les fournisseurs d'accès. C'est-à-dire qu'il y a une limitation, par exemple, de lambda, par exemple, vous avez un serveur dédié, vous êtes chez un fournisseur qui est un fournisseur open source avec un petit serveur, il y a une certaine limitation qui se fait pour aller vers Hotmail, pour Gmail, etc. Vous ne pouvez pas envoyer plus de 50 mails par jour. Et il y a des arrangements qui se font après avec les fournisseurs et vous payez le trafic et aussi le fait, chez Hotmail il y avait ça à un moment donné, le fait d'arriver dans la boîte de réception et pas dans le courrier indésirable. Ça s'appelle le business marketing. Oui, mais ça c'est aussi, ça peut être un autre débat, une autre émission. C'est un autre débat, une autre émission. D'ici quelques instants, on va retrouver Olivier Olicat avec la hotline, donc pour vos problèmes dans le domaine de l'informatique. Donc il suffira d'appeler notre standard et Olivier vous fera le plaisir de vous aider à réparer votre ordinateur. Il est sympa, en plus aujourd'hui il a l'air de bonne humeur pour une fois. Non, il est toujours de bonne humeur. Pourquoi tu rigoles? Pour une fois, il est de bonne humeur. Merci à vous les chatteurs. On se retrouve peut-être pas la semaine prochaine parce que je vais aller en Allemagne à la révision pour une grosse coding party de gros geeks, de programmeurs, de développeurs, de graphistes. Et peut-être il y aura une retransmission en direct via Skype. Oui, c'est un concours européen. Enfin, c'est européen, ça vient de partout, donc, Allemagne, Finlande, Pologne, Hongrie, c'est européen, où derrière il y a vraiment un échange, et c'est convivial comme rassemblement, il y a à peu près 800 personnes. Donc ça va être sympa et je vais vous rapporter des reportages là-dessus, et des peut-être faire un documentaire et pourquoi pas. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Donc on a écouté MAF, je vous rappelle maf464.com. Donc le site internet pour retrouver ces musiques. Et merci à toi Christophe, j'espère te retrouver sur un autre dossier avec un autre t-shirt, et pensez à laver celui-là parce qu'il a pas l'air d'être propre. Ah si. Allez, ciao.